Titres originaux. Die Angst des Ingenieurs. Technik und Geistererscheinungen. Zur Störung der Rettung des Mythos durchlicht. L'angoisse de l'ingénieur. Aujourd'hui, une intervention n'a pas toujours un effet aussi sûr qu'elle le prétend. Comme l'est ensuite le succès qu'elle obtient et dont l'extérieur lui donne raison. Voilà ce qu'enseigne l'étrange expérience de lui-même dont fit part un jeune ingénieur il y a quelque temps. Il construisait des machines à réfrigérer, celles-ci engendrant des températures qui n'existent pas sur Terre. L'industrie a besoin de telles machines parce que, comme on s'y attend, certaines combinaisons chimiques ne réussissent qu'à des températures dépassant de peu le zéro absolu. Mais lorsqu'un jour le jeune ingénieur eut de la chance et que sortit, de la planche à dessin et d'innombrables essais, un nouveau modèle ayant un réel effet, allant toujours plus loin dans ses records, un étrange phénomène apparut chez le sujet, chez l'inventeur. De sa joie naquirent l'angoisse, et même encore le souhait bizarroïde que le lendemain survienne un ratage, soustrayant l'inventeur, comme aussi du reste ses collaborateurs, au malaise inhérent à son bonheur. Un ratage brisant la machine artificielle avec tout son produit artificiel dans l'espace artificiel. Contre toute attente, c'est aussi ce qui eut lieu le lendemain, lors d'un nouvel essai sur pièce, à tête reposée. L'essai s'étant traduit par un échec, le magicien mis en difficulté en éprouva un soulagement insensé, ce qui le stupéfia lui-même. Cette réaction du jeune ingénieur face aux enfants nés de son calcul, aussi étonnante soit-elle, sera peut-être partageable par mains profanes plus âgées, ou même seulement d'esprits désuets, mais elle est plus difficilement compréhensible venant de l'inventeur, voire de l'invention même. D'un autre côté, l'évidence de son angoisse dans la grande ville américanisée où travaille l'ingénieur est plutôt familière à celui-ci, et ce, en proportion de la souveraineté avec laquelle la technique en question, apparemment, triomphe des limites de la nature. Car le coefficient de dangerosité connu, à plus forte raison inconnue, s'accroît dans la même mesure. Analyser le contenu de cette angoisse et la fournir en matériaux, cela relève du bilan à tirer de la relation à la nature alors en vigueur. Et beaucoup de choses d'en bas résonnent d'abord ici, sans sortir du dedans. Les individus faibles se sentent précisément bien de n'oser rien, de ne pouvoir montrer aucune hardiesse. Encore que, ils aspirent à la réussite. Ou du moins envient ceux qui en ont, et redoutent de chuter d'une pareille hauteur. Cela les retient aussi quelque peu au stade de l'enfant, lequel, souvent brûlé, craint lui aussi le feu. De même un homme craint-il peut-être de sortir du rang qu'il occupe d'habitude. En outre, cette angoisse s'enracine dans des irritations remontant loin, d'une étrangeté piquante. Il y a du refoulé qu'on ne veut pas revoir. C'est souvent autre chose qu'habille le choc de la réussite. Enfant, il nous semblait fort inquiétant de voir les lampadaires s'embraser dans les rues artificiellement, pire, insolemment après que le soleil, cependant, s'était couché. La lumière qui au lieu du soleil perce la nuit est ici celle qui nous appartient en propre, s'allumant d'elle-même contre la règle. Cet effroi très précoce, cette angoisse particulière, voire incestueuse, devant le courage qui est le nôtre pourrait trouver un écho chez l'inventeur, en vertu de sa profession. Lui aussi pénètre, engendrant, produisant, au sein de la nature maternelle, il s'arroge les droits du père, avec envie sexuelle et plaisir tout à la fois. La mauvaise conscience, dès lors, se manifeste comme la volonté de ne point parvenir au but. 3. Cela est de plus soutenu par le genre de l'homme calculant tout alentour. Car celui-ci, bourgeois, et notre jeune ingénieur en adopte la façon d'être, diffère assurément du chevalier, de l'aventurier. Il est venu et a vaincu tel l'opposé de ce dernier. Il ne cherche pas la vie insécurisée, mais il la craint, s'effraie de ce qui bondit devant lui au cours de la chasse. Ainsi met-il en place 1000 sécurités entièrement rationalisées pour ne pas avoir à rencontrer le nouveau d'une autre façon que l'habituelle, ou sans autre protection. Même l'inventeur moderne, le pionnier de la technique, n'est pas vraiment un chevalier qui cherche l'aventure pour elle-même, avec ce qu'elle comporte de sauvages contrées et de dragons, devant lesquels le courage aurait à faire ses preuves. Bien plutôt exerce-t-il, dans sa marche en avant, beaucoup de ruses, de connaissances éprouvées, avec les sécurités voulues, il s'effraie à bon droit quand la sécurité, devant la force du courant qu'il a rencontré, s'avère trop faible et se met à fondre. La probabilité de l'accident doit légitimement être réduite à un minimum,
et elle augmente précisément à chaque percée dans l'inconnu. Un inconnu qui, dans le cas présent, se situait juste à la frontière du zéro thermique. Ce qui suffisait néanmoins à nourrir le sentiment d'un non plus ultra. Simultanément, la sécurité technique, avec demi-tour opéré à temps, ne se soustrait pas au calcul des compagnies d'assurance, aussi diverges soient-ils. Dans l'aventure chevaleresque, ce serait là une grotesque affaire. Si certes, dans un monde entièrement voué au calcul, il n'y a plus de chevalier face à l'inconnu, son absolu contraire n'existe pas davantage. Chez l'ingénieur moderne de style supérieur et conformément à ce style supérieur l'esprit de risque est tout à fait présent, malgré la différence bien tranchée entre de tels pionniers et ceux qui recherchent le danger. Et l'hubris également vit encore, bien qu'empiriquement atténué, précisément calculé et donc ainsi relativement distillé, dans la poitrine de l'inventeur. Il en résulte clairement aussi que les deux âmes logées dans cette poitrine peuvent donner naissance à un conflit intérieur, tel que le montre notre cas de figure. Ce qui veut dire, l'inventeur en tant que bourgeois récent peut réagir contre l'aventurier chercheur qui est en lui. Sinon lors de son départ en expédition, du moins visiblement à sa première escapade réussie au pays des dangers. Plus nettement que chez celui touché ci-dessus devant les lampadaires allumés le soir, devant l'intervention dans la nature maternelle. Ou à travers le droit exclusif du Père Soleil à engendrer la lumière, vient donc encore ici au jour une angoisse plus adulte, moderne, non chevaleresque, à titre de composante, ou, plus exactement, l'angoisse que l'ingénieur en tant que bourgeois ressent vis-à-vis de l'ingénieur assumant ses aventures, à savoir, que l'homme n'aille pas tenter les dieux. Ainsi la joie qu'ici l'hubris ne l'ait pas emportée contre le zéro absolu, et que là-bas de l'autre côté elle n'ait pas été en quelque sorte acceptée. 4. Tous les hommes d'aujourd'hui, certes, ne sont pas de cette espèce bourgeoise qui a peur. Mais l'inventeur trouve-t-il encore généralement cette arrogance qu'il pourrait être tenté d'assumer? Guère, car il se voit alors face à un circuit bien plus fantomatique, où tout semble être uniquement relation vide, et rien n'être réel. D'où ceci, la production bourgeoise avec son univers est de plus en plus extérieur et aliéné, non seulement dans ses dispositifs de sécurité, mais aussi en sa qualité de pionnière. Cette production repose sur un entendement marqué par la division du travail, par la distribution abstraite des tâches. Et cette artificialité est aussi bien dissociée de l'homme vivant pris comme un tout que des connexions, naturelles, de la chose traitée. À cet égard, instructive est la différence d'avec les périodes d'angoisse pré-capitalistes, mais aussi d'avec les formes de confiance propres à une vie qui laisse encore les choses à peu près dans leur réalité, et se réjouit de leur déroulement, de leur équilibrage. Sur les hauteurs au-dessus de Naples, telle conduite d'eau à crever, tout à côté gît une paire de rails, totalement inutile, rudiment d'un chemin de fer à crémaillère en faillite. Or, dans une nature non irritée, un moins décuplé engendre le plus que voici. Depuis des années, l'eau coule de la conduite crevée dans les rails, ceux-ci la guident sur la pente le long de la montagne, et tout en bas, dans un quartier desséché, les flots venant de la défectuosité jaillissent sur la rue, telle une douche. Le vieux dragon, non irrité, dort ici tout au fond. Il n'est pas absent à quelques heures de Pompéi et du Vésuve, mais un monde, organique encore, respecte les caprices d'une participation gracieuse, les ressources d'un hasard qui partout fait fleurir, à partir de défauts et de ruines, une vie nouvelle, pas si nouvelle. À l'inverse, en revanche, est extrêmement dangereuse et sans aucune grâce harmonisante, l'existence de la ville la plus avancée techniquement, par exemple New York ou quelques sites apparentés, en un monde de fonctions et de relations. La ville, devenant de plus en plus artificielle, se révèle, dans son détachement et son éloignement du paysage, tellement compliquée et en même temps vulnérable qu'elle se voit menacée d'accidents de façon croissante dans la même proportion, telle qu'elle se construit sur des racines en quelque sorte aériennes, voire fabriquées de plus en plus synthétiquement. Chaque jour, chaque heure, il faut que la ville, grandement détachée, fort désorganisée, soit défendue contre les éléments, pareils à un ennemi affluent. Mais voici le plus important. Ces éléments-là ne sont pas ceux, anciens, du hasard et de l'accident habituel. Ils logent dans la complication du machinisme lui-même, dans une nature, réduite à rien, dans cette nature de pur calcul qui est venue avec la machine et s'est établie de façon croissante dans des relations de moins en moins concrètes,
dans des domaines de plus en plus mathématisés. La machine est encore tellement bâtie par un entendement aliénant, encore tellement propulsée dans l'artificialité, voire par endroits dans l'abstraction pure et simple, qu'elle peuple alors un nouveau royaume de fantômes. En regard, l'ancien démonisme apparaît comme un creux bien plus dangereux et la nature dragon comme le vide du champ de bataille moderne. Par bonheur le sujet procédant à l'électrification ne sait pas ou guère plus ce qu'est l'obscurité, ce que sont le tocsin dans la nuit du village, les ténèbres du mal, de Franz Moore, de Richard III, la lumière brûle bleue, c'est l'heure sinistre de minuit, mais en retour un autre sentiment mythique s'est d'autant plus nettement imposé à lui. L'expérience de l'image de Saï, comme dans la ballade ainsi nommée de Schiller, elle devrait se trouver anticipée, moins effrayante que vaine. Isis n'effraie pas dans le sens, à peu près encore envisageable, qu'il pourrait accompagner une vieille peur de la nature. À plus forte raison, Isis n'apparaît-elle point comme la déesse débordante, dont la rencontre avait enchanté ses disciples jusqu'au ravissement suprême. Ainsi dans la fameuse extase du prêtre d'Isis, Apulée, aux yeux duquel, précisément, le soleil de minuit semblait surgir des profondeurs de la maternité monde. Bien au contraire, Isis est plutôt elle-même devenue comme un néant. L'adolescent que le brûlant désir de savoir poussa vers la statue voilée n'est plus emporté par le diable comme le Faust médiéval, mais par l'inanité absolue. Le diable était encore un morceau de l'ancienne Isis, à savoir, de la nature démonique. En revanche le néant, derrière la mécanique où le monde qu'aucune médiation ne relie à l'humain, n'est autre que la maison des morts, où l'homme est enterré vivant. Les sujets se trouvent seulement au début de l'absolu nihilisme. Si cependant la mécanique sans but comme avec but, bref l'évidement du sens partout advenu, devait être en situation de savourer ce fruit, alors le futur nihil devrait être à peu près du même rang que toutes les angoisses de l'agonie chez l'homme de L'. Antiquité tardive, que toutes les angoisses de l'enfer au Moyen Âge. Actuellement, la dernière lueur de la plénitude pré-capitaliste s'y oppose encore, le juste milieu emprunte encore sur gage un fond de croyance depuis longtemps éteint, le fascisme a joué chez Plage, et le romantisme, chez Spengler de le geste du héros contre le motif de 1. Ludwig Plage, 1872 à 1956, psychologue et philosophe, défendant une métaphysique de la vie, une liaison entre corps et âme menacée par elle, esprit, cette puissance acosmique scindant les deux pôles. Der Gest à LSWI der Saché der SE l'esprit adversaire de l'âme, est son principal ouvrage, 3 vols. 1929 à 1932. Theo Huth. Les notes sont du traducteur. De Oswald Spengler, 1880 à 1936, philosophe allemand de l'histoire, soutenant de celle-ci une conception cyclique. D. O. eut le titre de son principal ouvrage. Le déclin de l'Occident. Saillit tout cela dans le but de ne pas être contraint de voir les fondements de angoisse du monde, à savoir la mécanique de L', existence issue du vide total. Ce sien visage est tout à fait parent à l'ouest et à l'est, ici sous la forme du capitalisme monopolistique avec amélioration démocratique, là-bas sous celle du capitalisme d'État avec apparence ou malentendu socialiste. Cependant, c'est l'ouest qui a la priorité subjective dans le problème, comme on a dit, du bien-être matériel et de la détresse spirituelle, dans la question du support pas même trahi, mais brisé. Le sentiment du rien derrière n'est-il pas déjà ancien dans la société bourgeoise? Pensons à la scène du cimetière avec Yorick dans Hamlet, au mot de conclusion anéantissant de Prospero dans La Tempête, le dit sentiment n'a-t-il pas accompagné l'abstraction bourgeoise même en plein essor, et pas seulement à son époque tardive? Ainsi l'ingénieur du Froissy dessus mentionné, ce contemporain d'une marche à vide se reflétant partout, croit-il ne plus apercevoir au fond de son travail, soit dit comme Grano Salic un pseudo-visage effrayant, un être qui répand, de vol. 1918 à 1922, qui a joué son rôle dans la montée de la droite nationaliste sous la République de Weimar. Bien pire que la froideur de l'espace cosmique, à savoir l'irréalité. Non certes qu'il y aurait lieu ici de redresser, voire d'améliorer quelque chose par des mesures réactionnaires, par une bêtise aveugle comme la destruction des machines, par un romantisme subalterne comme le bonheur du colon ou le islage de forêts primitives avec cornes de taureau en plein salon.
Au contraire, l'Amérique ne disparaîtra, selon un joli mot de et plus petit que Raccoer, qu'une fois découverte jusqu'au bout, c'est-à-dire que la révolution traverse précisément le capitalisme, approuve le déchaînement des forces de production machinique, approuve même sans aucune angoisse, le désensorcellement radical de l'éclat mythologique jusqu'au néant spécifique de celui-ci, à savoir la fin des illusions. Pour la conscience socialiste concrète, qui pourrait s'emplir d'un monde autre que celui jusqu'alors existant, le vide capitalotechnique est exactement le rien où elle espère trouver son tout. Ce que désigne ce tout, ce sont les réelles tendances et marges d'espoir qui s'ouvrent seulement lorsque les faux remplissages, illusionnistes, ont disparu et qu'apparaît un espace en creux sans effroi, à savoir plein d'une bénéfique fermentation, un espace en creux avec étincelle. Par suite de quoi, l'épouvante de Sailly reste aussi un état d'émotion qui est non seulement tout à fait authentique, mais encore tout à fait activable, aussi bien contre le masque ricanant de l'irréel que contre le danger qu'il ne soit pas percé, à jour 5. Mais avec cela non plus, l'angoisse survenue n'est pas encore entièrement éclairée en totalité. Car elle comporte encore un trait différemment trouble. Celui du produit de remplacement qui trompe ou ne s'y repère pas. Nous pensons d'abord ici au côté mal famé par lequel l'inventeur honnête se trouvait jadis au contact des faiseurs d'or et autres gens de la sorte. Le technicien ancien et souvent magique encore, pour ainsi dire, n'avait pas seulement son travail dans l'économie et à l'alambic, il était aussi employé dans une avant-cour destinée au culte. Il aidait au miracle que le prêtre n'accomplissait pas bien. Il s'occupait illégitimement de sorcellerie, certes dans une vision du monde qui croyait la magie possible en principe. La technique passait pour la vile sœur de la magie et prenait part aux offices de celle-ci. Tout cela dans un univers tramé de sorcellerie et de miracles. Univers qui resta ainsi longtemps non moins bizarre que fantastique. Encore à l'époque de la Renaissance. Et du baroque, à un moment où la technique se mit de nouveau à se détacher légitimement de la magie, l'ingénieur était enveloppé d'une réminiscence de l'ancien magicien. Ce souvenir se perpétua jusqu'à Th. A. Hoffmann, avec ses charlatans démoniques et autres physiciens sorciers à la Spallanzani, il se recommandait à tous les films d'horreur incrédibles pour les frissons qu'ils donnaient. La lumière électrique, certes, chassa les coins sombres des escaliers et greniers, la sinistre nuit, et par là le séjour favori des spectres. Reste néanmoins ceci, plus la technique se montrait lucide et avancée, plus elle s'entrecroisait énigmatiquement avec le vieux règne tabou des vapeurs, de la vitesse supraterrestre, des robots fils du golem, des éclairs bleus. Ainsi atteignit-on à ce qui était imaginé jadis sous le nom d'espace magique. 1. Edison en est à rapprocher du Dr. Faustin Thomas A. Edison, 1847 à 1931, dont le nom est associé à de nombreuses inventions techniques, la lampe à incandescence, la pile alcaline ou le phonographe, a eu également un projet inachevé de nécrophone, permettant de communiquer avec les morts. Voir son texte récemment édité en traduction français. Le royaume de l'au-delà, précédé d'une introduction approfondie de Philippe Baudouin sur les machines nécrophoniques. Bien plus que d'un Herbert Spencer 1. La technique la plus moderne a tenu bon nombre des promesses des anciens contes fantastiques, la radio amène des voix lointaines dans un espace où nul ne parle. Mieux encore, devient pensable une télévision qui, au milieu d'une représentation du monde de la plus grande sobriété, va découper le territoire où règne le miroir et son apport magique. Sans aucune connexion avec l'abstraction existante de la construction, mais non moins irrésistiblement, ressurgissent ainsi certains espaces anciens de magie sur fond de technique. La technique leur étant assignée à titre d'abord historique seulement, puis plus tard, à titre objectif apparemment, en fonction du contenu proprement dit. Cela étant, aucun inventeur n'agit en rien comme magicien, ni ne pense même de la sorte. Néanmoins, regarde-t-on avec quelque étonnement autour de soi dans le monde qui l'amena, eh bien notre corps file en son sein à une vitesse hautement féerique, il peut écouter au loin, également même voir le président, I. Herbert Spencer, 1820 à 1903, philosophe anglais, a conçu quelques années avant. Darwin, sous l'influence de J. B. Lamarck, une théorie organiciste de l'évolution des espèces. Appuyé sur le bouton à Washington, et à plus de 1000 miles de là, au canal de Panama, la dernière mode de terre vole en l'air.
Dans la vitrine des grandes banques parisiennes, il y a depuis longtemps déjà un petit appareil sans fil à l'écoute de la Bourse de Londres, et aussitôt après la proclamation des cours, il les enregistre, et une fraction de seconde après les imprime. Par saccades, le mince corpus de rouage, bobine et crayon exécute son travail, par saccades roule de sa bouche le ruban écrit. Roger Bacot, l'expérimentateur du XNRE siècle. Albertus, Magnus aussi furent soupçonnés d'avoir été en possession d'une tête d'airain, qui répondait à leurs questions. S'il s'agit là d'un bavardage de sorciers qui semblait trop fantastique même à qui traquaient les hérétiques, il suffit maintenant d'interroger les courants. Bourse, et l'appareil parisien, sans tête mais avec bouche, fournit le renseignement, même déjà composé pour archivage. A-t-on commencé à coupler le transport radio des voix avec une sorte de téléimage au relief plastique, alors toute espèce de réduplication est encore battue, et tel groupe de personnes au loin se tient corporellement pour ainsi dire dans l'espace donné. La plus minuscule pièce d'habitation se remplit, sur actionnement d'une manette. Avec la place de la Concorde, le Rhône, le port de Hambourg, Times Square à l'heure du soir, le désert de Gobi ou la basilique Saint-Pierre, et bientôt sans doute avec les cratères de la Lune, les forêts de Vénus aperçues de près. Au milieu des tables, chaises et armoires se dresse le forum romain et dans une fantaisie, toujours prisée, l'antique au surplus, ramenée du cosmos où s'attardent encore, pour ainsi dire, ses rayons lumineux. Presque de la même façon, en somme, que Rabbi, l'eau est censée avoir fait descendre par magie Radchin dans une minuscule chambre, sous les yeux de l'empereur Rodolphe, sont reliés ici, comme il est manifeste, la technique et la prétendue magie, uniquement à travers la volonté féerique de changer le monde, et par une congruence à vrai dire énorme de la réussite affirmée. Sinon, le type aussi bien que la méthode sont, malgré Edison Faust, tout à fait différent du magicien initié, et l'objet nature touché par la technique est complètement autre que le monde magique. La technique travaille avec des forces partielles et des lois dégagées par l'analyse, et combinées à neuf rationnellement, elle travaille avant tout avec une nature de bout en bout quantifiée, à la différence de la dénommée magie, fondée, qu'elle est dans une correspondance d'ordre sympathique, des réalités qualitatives. Cependant, il se fait que la technique tombe finalement dans le même espace que la magie, avec un recoupement si stupéfiant que l'on pourrait presque utiliser les 1001 nuits tel un livre de motifs pour invention non encore faite. Francis Bacon a dit certes à bon droit, de la magie fabuleuse d'une époque reculée, qu'elle était à la magie naturelle, c'est-à-dire à la technique rationnelle, ce que sont les hauts faits de la table ronde arthurienne à ceux de Charlemagne. Les uns et les autres, après tout, étaient ici, même dérisoirement, comparables. Mieux encore, si quelques aspects de la prétendue sorcellerie avaient peut-être dû composer avec des forces qui nous sont maintenant relativement inconnues ou bien qui nous ont échappé, la technique réelle, surtout depuis le siècle dernier, est ainsi constituée qu'elle opère avec des forces additionnelles étonnantes, c'est-à-dire guère perceptibles dans notre univers mésocosmique. Il n'existait pas avant les humains de courant à haute fréquence ni d'ondes radiophoniques pour l'usage. Si les machines de cette espèce, elles aussi dans l'espace encore le plus abstrait, n'ont pas de lieu d'origine dans la bonne vieille mécanique, il n'empêche que finalement cette artificialité, précisément, touche également à l'ancienne magie, à une artificialité proche en germe de l'art naturel concret ou de la force de soulever le monde hors de ses gonds. La technique possède de la sorte dans son effet ultime une relation entièrement neuve, possiblement, avec la nature créatrice elle-même, entendue comme un sujet nature, qu'il fallait jusqu'alors adjoindre par la pensée à la nature seulement d'après l'analogie avec le sujet homme ou le sujet de l'histoire. Mais qui, malgré Bruno, Spinoza, ou Goethe, n'était pas saisissable. La métaphysique de la nature aussi devrait connaître encore son ultime concrétion par cette pénétration technique dans la natura naturans, par sa coopération avec cet être jusqu'à présent hypothétique. Mais alors, si, avec tout cela, aucun inventeur n'agit comme un magicien, ni dans le type ni d'après la démarche, ses succès ne sont pas seulement merveilleux, ils sont aussi inquiétants. Aujourd'hui du moins, aujourd'hui surtout, en un temps où même les ingénieurs du froid sont souvent repoussés si malencontreusement et fiévreusement à l'écart de la mécanistique alentour,
qu'ils ne veulent absolument pas découvrir, l'Amérique, jusqu'au bout, et attendent bien plutôt la seule, irratio, au lieu du rationnel de la déterminabilité, dans les derniers terrains de chasse de leur travail une, irratio, qui n'est plus rassurante et se trouve reproduite, donc, avant tout sur le mode du vieux démonisme. Un sujet si fragile n'appelle ni n'envoûte plus ces créatures, elles viennent à sa rencontre. De la sorte, il y a encore un hiatus entre les techniciens et les miracles de la technique. Si l'ingénieur malgré tout pénètre si heureusement, si fériquement loin dans l'espace magique, la réaction à ce bonheur sera nécessairement de nouveau l'angoisse, et dans ce cas une angoisse fort chargée de contenu. Aussi bien l'angoisse de la chance imméritée que celle de l'archaïque espace démonique dans lequel s'inscrit son bonheur, et qui ne pense pas être à la mesure de la tête. Ces deux aspects sont également inquiétants, car non seulement l'accident est ici la vérité de la réussite purement artificielle, mais encore s'y ajoutent les sentiments d'un Polycrate devant son anneau trouvé avec trop de chance, et par là-dessus l'effroi de Faust devant l'esprit de la terre invoqué, effrayante vision. Je ne t'ai pas appelé, tel est ici le sentiment d'angoisse dans son langage le plus élevé, le plus ancien, le plus fort. Comme si, pour un tel sentiment, des esprits impurs étaient passés dans les machines à succès, par lesquelles il se voit singer jusqu'à finir dans le désarroi. Dans le meilleur des cas, ces machines se présentent à lui comme des médecins, des médiums de ces puissances naturelles auxquelles le rationalisme a enlevé à bon droit ces noms erronés, mythologiques, mais sans pouvoir désigner jusqu'alors son réel, à jeun, ni même s'impliquer avec lui concrètement. De manière indubitable, c'est seulement une relation socialiste à la nature, dans le sillage d'un mode de production et d'échange lui-même socialiste, qui pourrait détenir le concret que renferme l'espace magique mal désensorcelé et mal pénétré dans son désensorcellement, et ce qui dans les anciens temps paraissait superstitieusement accessible, mythologiquement désignable. Ainsi cet ultime phénomène d'angoisse est-il vraiment un signe d'importance, un signe dépassant la prétention finalement funeste d'être arrivé à la fin du monde avec le simple mécanicisme, avec une apparence de relation dépourvue de contenu. Dans cette région aussi, le frisson reste la meilleure part de l'humanité, cette position faustienne oubliant le moins possible l'ambivalence, le rapport à la lumière dans ce frisson, il peut y avoir là le commencement d'une autre sagesse qui, dans la mort par le froid et le début à neuf et de nouveau la mort par le froid, dans le carrousel de L'(extropie et de l'entropie, tire donc la dernière conclusion de la sagesse cosmique. 6. Autant sur un curieux cas d'aujourd'hui, à plus forte raison de demain. Sur l'angoisse d'un ingénieur et ce qu'elle peut signifier de multiples sans surcharge aucune. Ce serait misérable de vouloir la relier avec quoi que ce soit de fantomal ou de prétendument occulte. Rien ici d'un Steiner, ce serait encore plus bête qu'atavique. Écarter de même l'idée que là le capital serait favorable à l'occultisme des notables, à savoir pour le naufrage de la terre périssant de l'esprit. Ou pour l'esprit adversaire de l'âme. L'ingénieur peut bien, quoique politiquement socialiste, avoir perçu quelque chose du islage, à la mode et de son héros cosmogonique, mais son choc était naïf, et non littéraire, il était up-to-date techniquement, et non réactionnaire. Un souvenir de Isan serait là bien plus encore pertinent, de sa raison morale et esthétique, laquelle n'apparaît ni ne disparaît dans celle, mathématico-physicaliste, de son temps. Un souvenir factuel, sentant, et non de son côté, dira-t-on, littéraire, de surcroît plutôt le souvenir d'un malaise et d'un manque que d'une angoisse. Mais l'ingénieur et son cas ne frôlaient-ils pas cette part dans l'homme même qui n'est jamais rassasié de raisons purement mécaniques et se réjouit quand celle-ci, ayant été justement assumée jusqu'au bout avec honnêteté, vient raisonnablement à cesser. Du fait qu'à elle-même l'expérience du froid semblait montrer ce qui suit, il y a encore une autre largeur de rail dans la méditation et l'exploration de la nature, une largeur morale, avant toute esthétique et le wagon de la mécanistique se heurte là au stop. Qui l'attend, fût-ce même sous forme de déraillement. Ce serait en dernière instance conçu tout à fait professionnellement, dans la limite de la technique, et même de la causalité universelle, là où cette limite en tant que telle se heurte donc à une altérité et fait demi-tour avec une angoisse valant pour une joie. Assez paradoxale est cette réaction, du moins éclaire-t-elle une mauvaise conscience dans le rapport actuel à la nature, considérée comme trop fonctionnelle, par conséquent trop abstrait.
C'est alors une très bonne chose qu'une solide formation scientifique ne remplisse pas le trou qu'elle a et qu'elle trouve d'une magie pourrie. Mais qu'elle le remplisse de raison, et d'une raison ici appropriée, qui fasse droit au hiatus manifeste sans obscurantisme. Copyright 2015. Edition Zalia. La technologie et les apparitions d'esprit. Il y a aujourd'hui bien de funestes choses à craindre. Mais l'horreur particulière que déclenche une apparition de fantôme est devenue rare. Peu de gens seulement peuvent se vanter d'une expérience à donner le frisson, aussi plaisante soit-elle à raconter. La vie, de la sorte, s'écoule rassurante, les exceptions se dissipent pour la plupart en apparence ou en tromperie. Même le reste sera plus fréquemment trouble qu'horrible. Mais comme on sait, les époques antérieures se sentaient hantées de façon inimaginable. Un paysan sur 3 avait son kobold dans la maison. Les diables exerçaient leur pression et leur pensée sur le mur de la chambre la nuit, tantôt un œil percé au travers, tantôt une langue, seules les prières empêchaient que ne passât le démon tout entier. Dans les forêts demeuraient des esprits, sauvages et tendres, des hommes sentaient à la croisée des chemins, ou de petites femmes en mousse qui étaient chassées par Satan. Même dans les villes, se trouvaient des fantômes nocturnes, souvent d'un genre curieux, à Francfort le canasson, traînant des chaînes, à Worms la chouette en feu. La légende regorge de tels dires, et ils paraissent d'autant plus étonnants qu'ils sont rapportés, en dépit de toute la superstition, comme une simple évidence, aussi indubitable qu'une plainte ou une information bien réelle. Hebel résume tout cela très spirituellement dans le récit intitulé « Les deux vagabonds ». Aucune masure n'était à ce point minable que ne vînt y parler de temps à autre un fantôme, un mort soupirant après sa rédemption, aucun mot à ce point minuscule dont un quelconque esprit ne hantât les ravins. Le paysan de Grimm ne s'étonne pas de rencontrer une petite femme moussue qui lui demande de la protéger du diable, et lui de dire seulement « Que me chaud ce genre de fantôme ?» Il ne s'étonne pas non plus lorsque, le matin, il découvre, pendu à la porte de l'écurie, un quartier de la petite femme moussue, telle une part, en quelque sorte, du butin de chasse du diable, et il ne ressent alors qu'une angoisse lucide et pour ainsi dire réaliste. S'agit-il là d'un paysan ignare, et de surcroît connu par les seules légendes de Grimm? Il reste que les gens cultivés et savants le valaient bien pour ce qui est de la croyance aux esprits. C'est d'eux aussi que le paysan tenait son sentiment d'horreur. Les autorités n'ont-elles pas brûlé il n'y a guère plus de 100 ans la dernière sorcière? Qu'on n'en brûle plus aucune, que les apparitions d'esprits à proprement parler ne soient plus en vogue, on le doit sûrement aux lumières en bonne part, mais plus décisif encore est l'apport de l'éclairage perfectionné qui brûle dans la pièce proprement tenue et dans les rues bien droites. Comme les vieilles choses amenaient autrement à la crainte, comme elles attiraient celle-ci. La maison à recoins, la petite lampe à huile, les ombres en ombre. La fantasmagorie se conçoit aisément. À quel point la nuit est noire, personne ne le sait plus aujourd'hui, sauf en forêt, et même la fait défaut la solitude des temps anciens, s'étendant sur des lieux et des lieux. Où est le feu follet à côté du phare de l'auto qui file sur la grande route? Que devient l'horloge des morts dans la charpente, dès que le paysan a réglé sa radio sur Londres? Le gobelin est sans abri, depuis la disparition du bateau à voile. Même un kobold tapi derrière le fourneau ou le chauffage central n'est pas inquiétant, mais ridicule et insipide. Ululement du chat-huant, grincement de porte et crissement de vis sur un couvercle de cercueil se sont à raison retirés dans le film. D'horreur mal éclairée. La lumière bleuie, c'est le sinistre minuit, s'exclame Richard. 3 En inspectant les alentours avec frisson, la flamme bleue indique la proximité des esprits, selon une vieille superstition. Mais seule la chandelle brûle d'une flamme aussi bleue, et peut s'éteindre d'aussi inquiétante façon. L'ampoule électrique, si elle vient à claquer, n'indique pas un monde des esprits écrasant la lumière, mais un court-circuit ou une réparation à opérer dans la centrale électrique. La solitude, dit Schopenhauer, est le véritable sol nourricier de toute fantasmagorie, ce pourquoi un homme que de telles apparitions horrifient, s'entoure de compagnie. Le premier point est encore valable aujourd'hui. Ces traits grimaçants à demi achevés se forment bien dans le fort intérieur du solitaire, se tournant vers le dehors en inspirant la terreur, revêtant sans doute aussi un aspect inconnu dans les espaces creux du monde extérieur. Toutefois, s'agissant du second point, le remède que Schopenhauer préconise contre la fantasmagorie n'est plus seulement la sociabilité,
mais la transformation des accessoires de notre habitation. On peut dire sans exagérer. L'ampoule électrique, dans la pièce aux ombres devenues rares, a guéri les tentations de l'effroi nocturne bien plus profondément que Voltaire par exemple, car elle a chassé l'horreur des repères de l'obscurité extérieure elle-même, et pas seulement de celle de la tête. L'état d'âme face au esprit fut totalement éclairé par la seule et unique transformation de la technique d'éclairage plus que par 1000 écrits de la philosophie des Lumières, lus à la chandelle, à minuit, dans la maison déserte, parmi les ombres voltigeantes et les cachettes grinçantes. Certes, la technique non plus n'a pas empêché le nouveau Moyen Âge, dans lequel nous nous trouvons, et qui peut maintenant être qualifié de sombre. Une attaque surprise de la SA en pleine nuit rivalise avec l'effroi le plus complet, et le délire anti-juif ou anti-bolchevique qui agite de nouveau les nazis ne diffère que par son objet de l'ancienne peur des sorcières ou du diable. De même toute technique, et pas seulement celle de la guerre, touche-t-elle de façon nouvelle au démonique, aussi longtemps du moins qu'elle ne connaît pas les puissances dont elle se sert. Obscur lui reste le flux de l'orage dont elle tire force et clarté. Cependant, les démons transcendants à proprement parler, les esprits sans chair ni sang, ne rencontrent aucune croyance, même chez le nazi, et lorsqu'ils semblent la trouver ailleurs. Dans les cercles théosophiques, alors ce n'est plus l'authentique, la mystique, l'ancienne. Un Dieu compris peut bien être encore un Dieu une nuit de fête célébrée à l'électricité, un mystère auquel on se rend par automobile, n'est certainement ni une nuit de fête ni un mystère. Tout cela dépend du décor dans lequel fut construit et intégré l'ancien rapport à la croyance magique. Toutefois, même du temps où ce rapport était encore acquis, quelque chose peut s'apprendre pour le cas d'aujourd'hui. C'est que la crainte n'est pas sans histoire, et qu'il y eut à tout moment des transformations de l'environnement technique que les esprits ne purent suivre. Quand une tempête de sable menace, les tribus noires jettent dans la direction d'où elles montent à l'horizon un morceau de fer, ou bien crient juste le mot fer de ce côté-là. Comme les démons du Simoun viennent de l'ère du bronze, le fer leur est étranger, peu accueillant. Pour la même raison, le forgeron est dans l'Afrique entière un être vénéré ou au contraire excessivement méprisé. La même liaison locale des spirits à la technique et aux matériaux antérieurs se retrouve, tenace, dans le service divin des peuples de culture. Le piège à esprit cultuel le plus ancien était en bois. Et en pierre, non en métal. Conséquemment, la victime offerte en holocauste était encore abattue à la hache de pierre, allumée au moulinet à feu jusqu'à un stade avancé dans l'âge du bronze et du fer. La circoncision est pratiquée avec le couteau de pierre, la musique du service divin exécutée avec des instruments ancestraux, qui plus est la liaison de toute la substance lumineuse à un matériau déterminé et à des états de ce monde déterminé passés pour si solides qu'une religion d'État comme la romaine confiait encore, jusque 300 AV. J.C. La fonction de Pontifex Maximus à un prêtre est laissée croire même à Jupiter que Rome avait encore un rex. Le patricien est l'unique sujet humain ici familier du spirit, et puisque le spirit de Jupiter doit être attiré et non pas effarouché comme les démons du Simoun, on lui jette du bronze de patricien, son ancien matériau, et non du fer, ou la substance humaine du plébéien, une nouvelle mode. S'il y avait donc, là déjà, de telles gradations et perturbations aussi sensibles dans la fréquentation domestique des apparitions transcendantes, combien paraît alors évident leur retrait, en ce monde de l'ampoule, de la radio et de la locomotive électrique. En quoi il va de soi que toutes ces mutations de l'environnement ne sont prises en compte qu'au titre de transformation dans la position réceptive des gens qui habitent dans cet environnement. Mais justement, là où la lumière du ciel ne pénètre plus trouble au travers de vitres peintes, mais par de grandes fenêtres coulissantes, aucun esprit de la terre ne vient. Et si aujourd'hui encore, on parle tant de lui, précisément de lui, c'est qu'il a utilisé d'ancestraux objets de ménage pour être considéré par les occupants hallucinés de cet espace ménager comme une flamme sui generis. À l'époque, le monde n'était qu'une seule et même machine spirituelle à fantômes, le maître tournait, et les figures couraient. Ainsi, Jean-Paul parlait-il encore elle. Biedermeier Inde. Hoffmann désigne exactement la frontière de surcroît repoussée par le pont chez les solitaires originaux, où l'horreur et la magie du monde des esprits pouvaient se fixer sans draperie ou accessoires historiques. 1. Le terme de Biedermeier, utilisé à l'origine dans un sens parodique,
devient progressivement la marque d'une culture bourgeoise simple et frugale, couvrant les années 1820 à 1850. Dans les premières années du XX siècle, le terme fut transposé sur l'architecture intérieure et les arts plastiques. Il reste proche aujourd'hui d'un certain kitsch, dont l'œuvre du Fantastiker. E.T.A. Hoffmann offre l'image inverse. Nous avons dit que personne ne sait plus à quel point la nuit est noire. Cela n'empêche pas, toutefois, que la fantasmagorie d'autrefois continue à vivre, et tel un écho, car les enfants la craignent et la redoutent encore et se trouvent plongés dans l'époque la plus ancienne. Leur effroi nocturne leur montre des doigts et des visages grimaçants à la fenêtre, la lumière électrique ne les chasse pas, c'est qu'ils ne sont pas dans la pièce. La créature humaine d'âge adulte est dans son corps, elle aussi, tellement pleine d'une angoisse de millions d'années devant l'invisible que les frissons d'un monde d'esprit, tout du moins, restent éveillables par les récits, le cas échéant par l'occultisme. Mais précisément, ce n'est rien de plus que les frissons et, significativement, ceux-ci aussi, dans la pure littérature qu'ils ont trouvée, remontent nécessairement à un environnement désuet. Quand cessent les fantômes, dit la préface du Livre des fantômes, des apostrophes. Appel et l'aune au bon moment, à savoir en I-805, alors commence leur histoire. Même cette histoire, toutefois, présuppose encore un âge de la chandelle en partie conservé, à tout le moins d'une proximité remémorable, pour les choses parmi lesquelles elle se joue. C'est précisément à cette frontière que se situait, et ce d'une manière unique en son genre, le tournant du XVIIIe au XIXe siècle, exactement alors, et seulement alors, que s'épanouit aussi le véritable roman d'épouvante, réplique fort captivante de la fantasmagorie passée, genre littéraire qui accueillit en son sein, Camelot mis à part, le visionnaire de Schiller et le Titan de Jean Paul. C'est uniquement là que sont encore une fois rassemblées les vieilles portes d'entrée du Tartare, dotées de leur technique architectonique. L'action menait souvent loin, mais le monde de l'angoisse venait se condenser dans l'ancien espace. Couloirs et escaliers obscurs, nuit, cimetière, chouette, vague clarté, bruit énigmatique, trappe, château gothique, chambre gothique, tels étaient les sites proprement dits du roman d'épouvante et les éléments volontairement désuets de son paysage expressif, Garth, dans son étude, morphologique, sur la forme esthétique du roman d'épouvante. Leipzig 1935, a vu légitimement ce Tartare ancienne mode à côté d'un Élysée tout aussi ancienne mode. Bref, il y a ici un ensemble de sites, tel qu'il en est resté à peine un dans l'environnement actuel du citadin, et aucun à la campagne dans la vieille magie de la toile d'araignée, du lierre et du clair de lune. Au XVNRE siècle encore, on goûtait les ruines, de préférence la nuit et à la lumière des torches. Ainsi donc n'était pas loin le chemin menant au spectacle ruiniforme partout macabre du baroque, ni non plus à la démonologie de la Renaissance, laquelle fit encaserner dans les ruines, en quelque sorte, la fantasmagorie nocturne, les animaux de Saturne, qui plus est, Th.A. Hoffmann put encore, dans le vase d'or, utiliser la Dresde et l'humanité, Biedermeier de son temps, comme décor de théâtre, et ce ne fut pas seulement le génie de Hoffmann, mais précisément une scène encore largement allégorique, baroquisante, qui permit d'intégrer l'imagerie des sorcières, des princes des esprits, des fous purs et même du Graal, et Jean Paul a pu encore édifier au moins, en s'inspirant des curiosités de son environnement, la grandiose vision de l'Hadès dans son Titan, comme suit. Des animaux fixes, chevaux, chiens, oiseaux se tiennent, s'abreuvant, au bord de la ténébreuse rive, en l'occurrence leur peau rembourrée. D'étroites pierres tombales polies par le temps forment le pavé sur une niche claire, on lit qu'une nonne fut emmurée la vivante, en des lieux dispersés se trouvaient collectés des cœurs de papier noir d'homme. Arquebusé un buste de verre avec un point phosphorescent dans l'eau. Peu après vint le grand changement qui mena du Biedermeier allemand à l'industrie allemande, et toute affinité avec les esprits mourus sans même que le moisi de l'habitation en peluche eût conduit à des fantômes littéraires. En soi, le chemin de fer, bien que totalement contraire à l'âge du bronze, représenté par la diligence postale, entretiendrait encore main voisinage avec la fantasmagorie. Car toute saleté est fantasmagorique, plus on va vers le nord,
dit Goethe, plus augmente la suie et les sorcières. Fumée, vapeur, grincement des roues, gémissement des voitures, la catastrophe même constitue les accessoires invétérés du Tartare. Cependant le chemin de fer conformément à son existence totalement neuve, tranchante, véloce, gagnante n'a plus guère trouvé un poète fantasmagorique de rang du moins directement tel, ni au demeurant l'habitation. Le demi-récit de fantôme d'un Acklander, un dans le compartiment, dame, avec une figure de cire, un homme déguisé, une nonne extrêmement inquiétante dans le train de nuit, un Acklander, 1816 à 1877, écrivain allemand de livres de voyage, de comédie et de romans de divertissement. Sur les coussins qui secouent, montre de façon fort instructive comment, l'animal de Saturne, périt du Nouveau Monde, du moins sous sa forme ancienne, directe, exclusivement spectrale. La pièce américaine d'épouvant, le train des fantômes, sert sans doute aussi du phosphore dans le Nouvel Âge, de même pour ce qui concerne les labyrinthes de peluche, le roman policier français intitulé Le Fantôme de l'Opéra. Néanmoins les deux œuvres proviennent d'un théâtre de l'effroi plus ancien et ont seulement interpolé la charte hantée, ou les pièces à miroir, dans de tout autre mobilier. Le récit d'Oscar Wilde, Le Fantôme de Canterville, montre de la plus belle façon comme il en va problématiquement des images de spectres transmises sur un mode purement romantique une fois qu'elles se trouvent dans l'espace de polissage surexposé que la philosophie des Lumières véhicule avec soi en dehors d'elle-même. La scène, ici, est la meilleure qui soit dans le style ancien, à savoir un château gothique, l'esprit aussi est dépeint comme tout à fait authentique. En outre, il est particulièrement riche de terribles talents dans son apparition. Toutefois, il est tombé dans une famille américaine, laquelle ne prête aucune force, même au monde des esprits, pour résister au confort moderne. La tache de sang constamment renouvelée dans la salle des chevaliers est estompée par les détachants de Pinkerton. La crème Aurora de Tammany est offerte au fantôme pour graisser ses chaînes rouillées, la teinture stomacale du docteur Dobell pour soigner le rire démonique des esprits, et la nausée, sa cause supposée. Bref, la technique moderne, ici dans son emploi le plus bouffon, ne laisse désormais aucun accessoire de reste au monde fantasmagorique, du moins pas sous la forme romantique, or qu'est-ce qu'un fantôme sans romantisme? Ce qui peut correspondre à l'inconnu, à l'inquiétant, à l'horrifique, également à la douceur et à la légèreté supraterrestre, n'est en tout cas plus coloriable, pas davantage littérairement dans l'image moderne de l'habitation, de la rue et du trafic par la croyance aux fantômes, par l'allégorisme théosophique des esprits. L'inquiétante étrangeté est bien là, il y a un enfer sur terre, il y a en Allemagne des événements qui font exploser le vieux et bien connu ici-bas de la nature humaine et l'arc de cercle rationnel autour d'elle, il y a des espaces intermédiaires dans le sujet comme dans l'objet où peuvent éventuellement loger des phénomènes parapsychiques et paralysants. Mais nulle part ne se montre plus distinctement que, précisément, dans les images de fantômes traditionnels et dans leurs répliques sonores au sein de l'histoire d'épouvant, à quel point les phénomènes racontés là-sans sont exclusivement tenus aux dimensions du monde de la technique ancienne, et combien leurs costumes étaient provisoires et finalement non pertinents. Aujourd'hui, l'authentique horreur, à plus forte raison l'authentique objet de l'horreur ne loge plus dans les récits d'épouvante transmis, pas plus que dans le vert-de-gris romantique, lequel avait été si longtemps considéré ici comme essentiel. Il y a aujourd'hui un monde de l'horreur beaucoup plus authentique, beaucoup plus proche que celle du roman d'épouvante, sous le lampadaire électrique. Et cette horreur-là ne pénètre pas moins jusqu'à la moelle parce qu'elle est d'ici-bas au lieu de l'au-delà, parce qu'elle fait croire au diabolique sans plus avoir besoin en rien du diable lui-même. Telle est la fantasmagorie qui demeure malgré l'afflux du courant électrique, et qui se sert même de lui jusqu'au sunlight sur les visages grimaçants qui ne disparaissent pas non plus le jour, jusqu'au fil de fer barbelé chargé de courant autour d'enfer fort terrestre. Donc la technique n'abolit jusqu'à maintenant que la fantasmagorie illusionniste, et non l'irrécusable, à savoir l'élément infernal provenant de l'abîme humain lui-même, et dans un monde dont la technique a électrifié le mal originel de façon précisément insoupçonnée. Il existe aussi une nuit avec une profusion de nouvelles histoires d'épouvante en elle. Elle reste à plus forte raison une nuit parce que composée à l'excès de pures ampoules, et que trop peu d'une lumière autrement incandescente y est étincelle, la lumière pensive. Destruction, sauvetage, du
Mythe. Par la lumière 1. L'acte de détruire parle ici pour soi. Il participe de la raison éclairante destinée à chasser peurs imaginaires et brumes occultantes. Mais sauver plus obscur que cela est, qui mieux est, par la lumière. Il semble y avoir ici quelques contradictions, surtout si de nouveau, sous ce mot de lumière, on entend exactement, comme il se doit, la raison éclairée. Et non certes la plate demi-lumière pouvant chasser non seulement le brouillard, mais également tout ce qui n'est pas aussi limpide qu'un entendement toujours limité. Et pour lequel le visible se rétrécit particulièrement, alors que le moins évident s'exclut totalement. 2. Or, peu d'années se sont écoulées depuis les nazis. On a vu en ce temps-là combien même les ombres les plus plates sont préférables à l'ancienne obscurité ou à celle nouvellement conjurée dans laquelle s'avancent les assassins. Ceux-ci pouvaient tout à fait attendre leur heure, il n'y a pas eu depuis la chasse aux sorcières autant de nuées assorties de bêtises, et même alors, aucune n'a couvé. Autant de bestialité. Il existe donc assez de motifs, plus qu'assez en vérité, pour être sensibilisé de nouveau contre le mythique dans son ensemble, et cela même sans compter le mythe du XXe siècle, qu'il pouvait en tout état de cause héberger, avec son Rosenberg. Donc, pour être sensibilisé non seulement contre ce qu'on a épuisé de mythes dans notre vision du monde, mais contre l'obscurantisme sanglant, au double sens, de la chose elle-même. Il en a résulté le dévoilement de toute la magie du mythe comme étant non seulement pourri, mais d'un danger mortel. Cas étrange, après que le peuple était prétendument devenu de plus en plus intelligent, et l'époque de plus en plus mauvaise pour les fantômes. Elle était en réalité pour eux effroyablement bonne. 3. Or à vrai dire, cette sorte de fantôme ne vaut certainement pas pour tous. Ce que dégageaient le sol et le sang, c'était sans doute la part du mythique, mais sans pour autant en épuiser toute la teneur. Même là où il n'y en avait pas seulement une fraction prélevée, mais où, réellement, d'anciens Molochs rôdaient. Alfred Rosenberg, 1893 à 1946, un déorespond plus petit que sable du régime nazi, auteur du Miss du XX siècle, qu'il érigea en théoricien du racisme d'État. Sans compter les esprits impurs qui passaient dans les truies, on n'a pas encore toute la dimension mythique. On ne l'a pas même dans son état primitif, dans celui que Engels a qualifié de « crétinerie venant de la forêt des origines », et que le marxisme vulgaire, plein de son moléchote un et de son école de, rapproche pour sa part de l'ensemble du mythe. Cependant le marxisme authentique s'en est pris également aux mythes dans leur généralité, et non seulement aux primitifs d'entre eux, et il a analysé leur origine en bloc. D'après cela, ils s'enracinent tous sans exception et exclusivement, sans considération, en quelque sorte, des différents arbres de la forêt, dans l'ignorance sur la société et la nature. Les puissances impénétrées de la société et de la nature sont ensuite encore une fois immédiatement reproduites sous forme de mythes, suprasensibles. Ainsi deviennent-elles complètement fantomatiques, entités nocturnes ou protectrices venant d'un au-delà. Déjà les uns, Jacobus Moléchotte, 1822 à 1893, physiologiste et philosophe néerlandais, tenant du matérialisme. 2. Ernst Haeckel, 1834 à 1919, naturaliste allemand, disciple de Darwin, qui fut dans la seconde moitié du XIe siècle un des représentants du matérialisme. Explication, probablement épicurienne, de Euméros vers 300 av. J.C. avait tenté de ramener les histoires de Dieu à des histoires embrumées de princes des temps reculés, ce qui tout au moins n'allait plus aller pêcher loin de l'autre côté. Et qui voudrait en effet ignorer les reflets qui furent si souvent jetés par de terrestres dépendances non pénétrées vers les vaporeuses formations de nuages, d'un au-delà. Cette critique de l'élément mythique vaut avec mesure, même si de ce fait la force et la beauté d'un grand nombre de ces images ne sont aucunement atteintes en soi ou, effroyable pensée, une non-pensée, balayée par l'explication. Même si, Marx en personne, dans son Introduction à la critique de l'économie politique, nomme ouvertement le mythe, avec plus de réalisme que ne l'aime la voie étroite, le sol de l'art grec. Et même également s'il devait se révéler que les images de la nature à caractère mythique contiennent encore quelque chose d'autre qu'une pure et simple crétinerie venant de la forêt des origines, et par conséquent ne manquent pas complètement d'un fond de réalité objectif, auquel le mythique pourrait avoir renvoyé.
renvoyer autrement qu'il n'est possible dans la modernité ou non pas la forêt des origines. Mais en compensation une activité et une circulation marchande de plus en plus abstraite projettent sur l'image de la nature les reflets de la vie sociale n'étant alors plus vision de la nature mais apport étranger à la nature. Malgré tout s'applique le diagnostic des nuages sur le mythique, ce champ idéologique bien particulier, à condition, certes, que chacun en reste à ce qu'il sait. Même les incantations magiques hurlées par les papous ne sont pas fausses en soi du fait de ne pas s'intégrer à une image du monde devenu mécaniciste. 4. D'un autre côté, on veut limiter la magie du brouillard au seul paganisme. La Bible devait s'en trouver exempte, devait être démythologisant, préserver des sorcières et du reste. Ce qui n'avait pas à nécessairement signifier, en langage de rabbin par exemple, qu'on ne tenait pas pour existant tout ce qui était lié à la sorcière d'Endor. Lié aux autres arts non sacrés, ce ne devait pas exister seulement pour une âme pieuse. Ou alors c'était considéré comme inefficace au regard des miracles effectués par le Dieu réel. Ainsi le prophète Élie moque-t-il, 1. Les rois, 18,27, les 1. Lieu de Palestine où, selon la Bible, réside une célèbre nécromancie ENNE, dite la sorcière d'Endor. Prêtres de Baal et leur idole avec un esprit presque voltairien. Cependant, Baal n'est pas encore tout bonnement nié, mais seulement déprécié de multiples façons au profit de Yahvé, bien que ce ne soit pas encore dans une perspective monothéiste, mais énothéiste. Autrement dit, pas encore en faveur d'un monopole disant notre Dieu est unique, mais avec la gradation ascendante, notre Dieu est le plus fort au milieu des autres, qui, malgré leur existence, restent impuissants. Tout à fait dans le sens du monothéisme, certes, la manière dont ensuite le Dieu de la Bible se différencie des faux dieux. Comme on se différencie d'une tromperie tout simplement, et non pas seulement, disons, d'un être plus faible. Ce combat contre l'élément païen entendu comme uniquement mythique, donc illusoire, culmine alors dans le rationalisme conforme à la Bible, de Maïmonide jusqu'à finalement Hermann Cohen 1, avec sa religion de la raison aux sources 1. Moïse, Maïmonide, Cordoue, U35 Le Caire, 1204, médecin, théologien et philosophe juif, auteur d'une vaste compilation du Talmud, la seconde loi ou la main forte, et d'un guide des égarés, où il cherche à concilier foi et raison. Hermann Cohen, 1842 à 1918, philosophe néo-kantien de l'école de Marbourg, qui a également développé une du judaïsme, précisément donc avec l'hypothèse de Cohen, disant qu'il n'y aurait dans la Bible, parfaitement comprise en termes de morale, rien de mythique en général. Lequel se trouverait seulement, dans le meilleur des cas, au berceau hébreu de la vraie religion, entendue comme celle des impératifs moraux. Le mythe est l'aurore dans la culture, mais le jour estival de l'éthique ne pointe pas encore avec lui, 1. C. p. 291. Cependant, un tel dégagement par rapport au mythique apparaîtra alors toujours, même si on ne croit plus au Dieu de la morale, et pas seulement au Dieu de la création, comme un dépassement lui-même encore intramythologique de l'élément mythique. Reste toutefois opportune la séparation de ce mythe spécifiquement biblique, tourné vers l'avenir et un autre pays, d'avec l'élément mythique plus originel qui s'oriente d'un côté vers le seul passé, d'abord vers la création du monde, et de l'autre côté vers les dieux cosmiques du soleil et des étoiles, donc, en premier lieu, vers le mythe astral. L'exode des pauvres, de par sa pure existence de reflet n'est des formes de domination sociale, n'est philosophie de la religion strictement rationnelle, appuyée sur le judaïsme vétérotestamentaire. Nullement aussi attaquable que le dieu pharaon dans toutes les autres religions de maître. Qui plus est, l'image d'un Yahvé anti-pharaon n'est démystifiable que mesurée à l'aune commune avec le paganisme d'un maître-dieu, incluant toutes les déterminations despotiques et militaires, conçues en tant qu'hypothèse idéologique de chef de tribu. Il reste néanmoins ici un élément mythique, bien que d'une espèce particulière, à savoir non seulement de l'ordre de la morale mais de l'ordre de la promesse. Car un tel genre de postulat et d'exode ne serait pas empruntable, dans ces images, dans ces indissociables archétypes, à un simple rationalisme, ni non plus au pur aristotélisme de Maïmonide, ni davantage finalement, ou pas tellement au bout du compte, au moderne existentialisme, tel qu'il a été appliqué non pas à l'Ancien Testament,
mais bien au nouveau de la Bible, expressis verbis pour démythologisation. Ainsi chez Bultmann, comme c'est bien connu, tout ce qu'il y a d'empiriquement un. Karl Bultmann, 1884 à 1967. Théologien évangélique, ami de Karl Barth et interlocuteur de Heidegger, plaide pour une approche historique et critique des textes saints et pour une interprétation existentielle, démythologisée de la parole de Dieu, singulier, de miraculeux, mais aussi de bizarre dans les évangiles. Bultmann le passe au fil de l'épée, et seul l'évangile gnostique de Saint Jean lui semble compatible lucus a non lucendo avec la vision moderne du monde, étant donné qu'il n'a rien à faire avec celle-ci, mais soi-disant uniquement à tout moment avec l'âme solitaire. Abstraction faite de cela pour commencer, l'anti-miraculisme de Bultmann tient certainement le meilleur de l'héritage libéral contraire, prendre au sérieux la critique de la Bible et pas seulement sur le plan philologique. Il veut faciliter le pastorat parmi ces esprits cultivés qui, certes, pourraient croire encore un certain fond de réserve éternelle disposant à l'examen de soi, à la perplexité devant sa propre personne et aux instructions pour y remédier dans les évangiles et chez Paul, sans aucune recette de médecine manne toutefois et sans le corps étranger, la superstitieuse impudeur de la vision du monde à l'époque. En outre, au-delà de Bultmann, même cette théologie exposée presque littéralement, sans le moindre symbolisme, comme un pur matter of fact, d'après lequel Dieu, dans l'étable de Bethléem, est devenu chair réellement, tout à fait empiriquement, aussi bien empiriquement que physiologiquement, sans compter d'autres, empiries, supplémentaires, donc ces grossières et massives simplifications s'offrent elles aussi à la démythologisation, et précisément, à cause de la fausse concurrence réaliste par laquelle elles sont amenées à rivaliser avec l'empirisme par trop empirique. Et il y a encore des dogmatiques cléricaux qui font du mythe de l'enfer une espèce de géologie, c'est-à-dire une information sur les entrailles de la terre, ou qui traitent l'idée mythique des trois personnes ou de la divinité sur un mode aussi scientifique, en quelque sorte, aussi essentiellement concret littéralement que si l'on avait devant soi une anatomie et une physiologie de cette divinité. Objectivement blasphématoire, toutes ces facticités, affirmées telles que, ou, en partie, toutes ces confusions de niveau produisent un effet anti-religieux, même sans la vision moderne du monde. Contre ce genre de choses, néanmoins, la démythologisation de Bultmann, malgré l'heidegerianisme et les hypostases maintenues posant l'existence des transcendances, demeure vivifiante. La révélation ne peut être à chaque fois événement que lorsque et là où la parole de la grâce, qui juge et donne, est adressée chaque fois à une personne. Qu'il existe une telle adresse, où Dieu apparaît non comme une idée de Dieu, qu'elle soit aussi valide qu'elle le veut, mais comme mon Dieu, qui me parle à moi ici et maintenant, et par la bouche des hommes, tel est le sens, démythologisé, du 6 à 6 Ioches AGX Eyectu, de la doctrine ecclésiale de l'incarnation, le problème de la démythologisation, 1954, p. 71 et suivent. Cependant, il en résulte une privatisation complète de la parole, en tant qu'elle s'adresse seulement à la mienneté respective, de l'âme solitaire, un défaitisme de l'élément chrétien souhaitable, socialement désengagé. Ensuite de quoi, une démythologisation hostile à l'imaginaire ne fait manifestement pas droit aux gigantesques archétypes du souhait, au mystère de l'espérance si peu empirique encore, du christianisme advenu dans la version eschatologique et non seulement morale. Que des esprits impurs soient passés dans les truies, cette croyance issue de la vision du monde de pêcheurs et de paysans palestiniens n'a pas besoin d'être démythologisée, elle est trop anodine religieusement. Mais si les prélueurs d'un sauvetage, qui sont simplement prometteuses à l'égal de celles de l'Ancien, sont mesurées à l'aune de l'image moderne du monde, et pesées à l'aide d'une balance qui n'est nullement étalonnée pour de semblables vœux et leurs annonces, et non leurs réalisations événementielles, alors disparaît aussi avec la démythologisation, par analogie, la bonne nouvelle donnée en témoignage, et le mythe païen, si souvent rien d'autre que piégeant, ne se laisse non plus réduire à une simple aube de la culture, Cohen, à une pure image non moderne du monde, Bultmann, ni davantage à l'élément païen tout bonnement, par opposition au véritable biblique. Trop d'aspects désignables et distinguables en toute exactitude, au sein de l'étrange et même du miraculeux, débordent ici,
ne s'épuise pas avec l'image du monde d'alors, n'ont pas courbé l'échine devant Baal, surgissent ainsi, dans une explosion, au-delà de toute destruction par la lumière, hautement nécessaire, comme possiblement sauvée à neuf dans la lumière. Laquelle, en dernier lieu, est partout une lumière du pas encore. N'est pas encore apparu ce que nous serons, mais quand cela apparaîtra, nous serons pareils à lui, le Christ ressuscité, 1. Jean 3,2. Le moment utopique, le plus élevé et le plus profond, au sein du mythique, compte sûrement au nombre des trésors qui ne sont pas mangés par la rouille et les nuits, ni non plus, toutefois, par le simple lisol d'une vision moderne du monde. L'intériorité n'est pas davantage ici un produit de remplacement, surtout pas une intériorité qui par manque d'utopie, se sent capable de si peu d'action et d'extériorité. D'action précisément contre l'envoûtement et l'ignorance dans le mythique, mais pour la liberté et l'intuition dans maintes de ces enveloppes. 5. Examinons donc ce qui parle d'abord pour cet avantage en germe. Et ce, en commençant par quelque chose qui, de son côté, n'a pas depuis longtemps échappé au regard suspicieux. Car le conte, lui pourtant inoffensif, n'était-il pas déjà également suspect aux parents qui se croyaient particulièrement lucides? C'est maintenant du passé, ainsi que l'appellation de conte de nourrice, auparavant complètement dépréciative. Mais pourquoi n'est-il guère nécessaire, chose instructive, de sauver le conte également devant des têtes éclairées? Parce que justement l'individu venu à raison découvre que, à la différence de la légende, le conte a une origine sociale tout à fait autre que le mythe des maîtres. Né majoritairement dans le peuple des pauvres, il fut narré par lui et parmi les siens, dans les chambres des fileux, le soir après le travail, durant le long hiver. Lorsque cet art de conter se relâcha dans des villages de moins en moins reculés, lorsque les frères Grimm eurent consigné presque au dernier moment le matériau qui avait rétréci, les petits d'un autre genre, les enfants tenus pour mineurs, fournirent le public des contes. Parce qu'ils nourrissent également le rêve, le préservent et ont besoin de lui, de ce rêve voulant que le chenapan trouve une issue contre le grand. Un rêve multicolore, sentant, richement éclairé par l'imagination, où ruse et raison des petits n'étaient pas brisées. Il y a donc précisément très peu d'un endormissement, très peu d'un conte de nourrice dans ces histoires aussi rebelles éveillées, partant avec énergie tenter leur chance, visant constamment le bonheur, incitant à sa recherche. Hansel et Gretel, Cendrillon, le vaillant petit tailleur, et encore le Isasperle du jeu de marionnettes, qui provient en droite ligne du conte, tous affichent sur leur maison de rêve éveillée l'inscription suivante. Aucun être humain n'est serf, aucun n'est né dans la classe de Vénusienne, qui lui a été dictée en d'innombrables mythes de maîtres. C'est là toute autre chose que l'envoûtement, celui, contraire au conte, que la plupart des légendes irradient et idéologisent, telles qu'elles proviennent en toute netteté de mythes étrangers et se voient rapetisser en partant d'eux. Quelle différence instructive! Présente justement le reflet social dans le conte du vaillant petit tailleur et dans les légendes du jouet géant, voire des méchantes comtesses, encore effrayantes dans la mort, des fantômes sombrement lumineux tapis derrière tout, jamais loin de Moloch, ni des mains d'un dieu terrible. La musique de Wagner, qui a pourtant si souvent partie liée avec le mythe étranger, montre tout autant, comme une particularité propre, des traits empruntés au conte, chez Sa. Senta, son, Sigmund, ou encore chez Siegfried et ensuite Parsifal, sur un fond parfaitement hétéronome de malédiction et d'envoûtement coupable. Partout donc est tangible la différence entre conte et légende et non moins à vrai dire de ce genre de mythe duquel tous voulaient nous faire sortir. Conte merveilleux, qui dit « N'ayez pas peur », non pas donc comme si tout le mythique était purement et simplement abandonné sous la lumière propre du conte, à travers le multiple petit exode que celui-ci montre. Et dans l'espace de sauvetage qu'il pointe, avec par derrière un archétype qui n'est pas moindre que celui d'un pays de cocagne éclairé, mieux, rempli par le paradis des petits. Il y a bien plutôt un élément mythique là contenu, et précisément du fait qu'il se distancie du mythe de l'envoûtement. Sans négliger toute l'autre carrière du mythique. Certes, le petit chaperon rouge, les Sterntalé, le loup et les 7 chevreaux, Blanche-Neige sont eux-mêmes des légendes astrales de par leur origine. Cependant, cela aussi est transformé de manière caractéristique, référé le plus souvent à de pauvres gens et enfants, au primat d'une surrection, loin des anciens aux mythes lunaires et solaires,
où l'on ne voit pas ceux qui sont dans l'obscurité, sans que doivent pour autant leur être ravis leurs contre-mythes. Quelque chose déjà comme le conte, et que celui-ci soit possible, sauf plus d'une réalité s'enveloppant de nuages. Néanmoins ce conte n'aurait pas son site propre s'il n'y avait aussi le lieu saint, susceptible de se voir refonctionnalisé, où furent racontées des fables hautement explosives du désir et du vouloir. Mais plus ancien, et pur, le mythe souverain de Zeus même ne contient-il pas aussi Prométhée, en dehors de l'Olympe et du trône de nuages? Et n'y a-t-il pas en général, dans les images de révolution, un élément archétypique, ne serait-ce que la danse sur les ruines de la Bastille, qui rappellerait, avec un ajout fortement prométhéen, les vieux mythes de l'aurore, voire du printemps, les recueillant en allant les refonctionnalisant. Y aurait-il dans une toute autre couche, à savoir dans la nature elle-même, face à ces matins de printemps, mais aussi à toutes ses beautés, à tout son sublime, un saisissement et un bouleversement exprimables, si la destruction du mythique par la lumière était pour la lumière elle-même le mot de la fin? Y aurait-il toujours l'Arcadie encore antique, organe de la nature, si les dieux de la Grèce de Schiller, et combien plus profondément de Hölderlin, ne gardaient en latence les archétypes de la qualité, au lieu et en dehors des concepts totalement démythologisés de la mécanique? L'art tout du moins possède toujours l'aspect qualitatif des images mythiques de la nature, dans un sens plus large que celui de Marx, tel le sol qui est le sien et il ne s'en sort pas sans cela. Avec la gamme des ondes électromagnétiques, il est impossible de peindre, de poétiser jusqu'au bout, ni non plus de philosopher jusqu'au bout. Ce qui n'est pas aliéné aux mécaniques reste le possible souvenir critique de la théorie qualitative des couleurs chez Goethe, avec l'élément toujours à moitié mythique, donc marqué par la nature, qui est lié à elle. Avec la notation tellement bien apparentée d'un théoricien de la physique véritablement moderne, touchant à la clôture quantitavo-mécaniciste. De l'autre côté de la clôture s'étend un vaste paysage. De vagues indications disent qu'à des époques antérieures d'éventuels regards furent jetés dans ce paysage Pythagore, Platon, et, sous l'impulsion de la science moderne, Newton, disparurent corps et biens, Zeitler R. L'homme et la connaissance scientifique de la nature, 1961. La prudence, certes, et même une prudence particulièrement rigoureuse, est inévitable concernant de tels saisissements après coup devant des mythes astraux, à la différence des mythes christiques. Car le nuage de la lumière souveraine, dans lequel l'homme n'apparaît pas, est autrement constitué que le nuage de l'Exode, également colonne de feu. En considération de la nature, précisément, dont le mythe chrétien dit qu'elle aspire à la révélation de la liberté des enfants de Dieu, donc justement pas au Dieu de la Grèce, voire de Babylone, et au fond, partout il y a, même en termes christologiques, uniquement et toujours un sauvetage du mythe par la lumière utopique d'un avenir compris. Tel qu'il s'extrait encore un Rudolf Zeitler, 1912 à 2005, historien allemand de l'art, émigré à Prague puis en Suède, spécialiste entre autres du XIXe siècle, il s'est attaché aux questions de méthode en esthétique. Des mythes du passé, surtout de ceux-ci mal pris en compte bibliquement, à savoir ces mythes subversifs comme de manger à l'arbre de la connaissance, comme la construction de la tour de Babel ou encore la révolte des anges, si proche de Prométhée. Mais revenons au conte, étant donné qu'il confère à tout sauvetage du mythe sa dimension amicale, le plus tranquille de même que le plus enchanteur peut bien aussi servir de conclusion à titre de véritable désensorcellement. On pense ici à l'histoire d'Andersen, le vilain petit canard, qui est en vérité un cygne. Ce conte est en même temps, et cela sans qu'il y ait besoin d'y sauver quelque chose à part nous-mêmes, le mythe le plus humain, qui attend réellement son accomplissement. Copyright 2015. Edition Zalia. La raison de l'irrationnel, note de présentation. Ernst Bloch, 1885 à 1977, fit une entrée remarquée sur la scène philosophique allemande à l'aube de la République de Weimar. Le Esprit de l'utopie, 1918, traduisait l'insurrection de la subjectivité face au désastre de la guerre. Ce n'est pas pour rien que le dernier chapitre s'intitule Marx, la mort et l'Apocalypse. La position de l'auteur n'est pas plus confortable quand il rédige, en exil aux États-Unis, son œuvre majeure. Le
Principe Espérance, 1938 à 1949, d'abord baptisé « Rêve d'une vie meilleure ». Soit, comme l'a défini Arnaud Münster dans sa biographie, de l'auteur, une encyclopédie des désirs utopiques et images souhaits produits par la conscience anticipante. Cette conscience anticipante, qui peut aussi bien s'alimenter à des mythes anciens, sera orientée ou régulée par la catégorie du possible, elle-même inscrite dans la trame de l'histoire en acte, sous forme de latence ou de tendance. D'autres grandes études suivront, étayées par Arnaud Münster, 1. Utopie concrète d'Ernst Bloch. Une biographie. Paris, édition Quimet, 2001. Un marxisme ouvert, peu orthodoxe, à même d'explorer l'athéisme dans le christianisme, ou de reprendre à nouveau frais le problème du matérialisme. Dans Héritage de ce temps, 1935. Ernst Bloch applique à l'actualité immédiate des années 20 et 30, les décalages négatifs positifs de la conscience par rapport au processus historique en cours, de là aussi la formule d'une dialectique à plusieurs strates, figurant la complexité d'une situation sans cesse évolutive. Les 3 articles ou essais ici présentés relèvent de ce type d'intervention. Au demeurant, 2 d'entre eux ont notoirement paru dans la presse du moment, avant d'être réunis avec d'autres sous le titre de Verfremdungen, distanciation ou plus exactement, étrangéisation, si l'on suit le terme de Fremde, dans la bibliothèque. Surkamp, Frankfurt am Main, 1962. On les retrouve, ainsi que le 3e, datable de l'après-guerre, dans le volume X des œuvres complètes. Surkamp, Verlag, 1965. Ces 3 textes réunis composent ce qu'on pourrait appeler les aventures et les mésaventures de la rationalité technique, aujourd'hui plus que jamais à l'ordre du jour, quand elle s'empare d'une nature quantifiée de bout en fonction des calculs d'un régime d'exploitation sans limite. L'angoisse de l'ingénieur, 1929, dont existe une première version datée de 1928 prend sa source dans cet oubli de qualité première qui équivaut à un certain nihilisme. La technologie et les apparitions d'esprit, 1935, entend montrer que si l'électricité chasse les fantômes et les fantasmagories réfugiées dans les coins obscurs, la rationalité n'en a pas fini avec eux dès lors qu'il hante le fort intérieur des humains, voués aux abîmes. Enfin, le 3e essai, passé par le feu de la Seconde Guerre mondiale, dialectise la question de l'élément mythique dans l'inconscient collectif. Élément mythique à la fois détruit et sauvé par la conscience anticipante, et en l'espèce du conte, qui traite de l'émancipation des petits et des faibles face aux ogres de la modernité, en laquelle se travestit la grande imagerie archaïque. Le principe Espérance revit alors dans la possibilité de métamorphose que le sujet enfant comporte en lui, soit au total une triple optique, dont il est permis de dire qu'elle continue à interroger notre présent. Philippe Ivernel. Copyright 2015. Edition Zalia. Table, L. Angoisse. 2. L. INGENIEUR. 7. La technologie et les apparitions d'esprit. 31. Destruction, sauvetage du mythe par la lumière. 47. La raison de l'irrationnel. 67. Dans